Bienvenue tout le monde. Je pense qu'il y a peu de gens qui ne me connaissent pas, mais si vous ne me connaissez pas, enchanté. Je m'appelle Gaëtan Mourmand, donc je suis le webmaster de Xcelerator. Je suis aussi un MVP Microsoft, ce qui me donne accès à plein de choses en termes d'information et de discussion avec des gens de Microsoft. Donc c'est très pratique pour voir quels sont les futurs développements d'Excel. Et donc, il y a plein de choses très intéressantes qui vont venir. Actuellement, je travaille énormément sur ChatGPT. Je pense que, et l'IA en général, avec un focus sur ChatGPT pour essayer de maîtriser la technologie au mieux par rapport à celui-là, mais très, très conscient aussi qu'il y en a d'autres autour dont il faut garder un œil, comme Claude, Perplexity, etc. Donc, en fonction des modèles qu'on veut utiliser, on peut prendre l'un ou l'autre. Alors, je voudrais avoir beaucoup d'interactions avec vous, donc je vais essayer de le rendre le plus interactif possible. On va démarrer avec des questions pratiques. Euh, je voudrais insister sur les limites qui existent avec les IA, donc ça c'est quelque chose à considérer, à prendre en compte. Et après, je voudrais créer un GPT spécialisé. Et donc certains d'entre vous l'ont peut-être déjà fait, d'autres ils n'ont aucune idée de ce que je viens de dire. Donc on va y aller étape par étape puisque je suis en mode débutant. Et puis ensuite on verra un peu quels domaines qui peuvent vous intéresser. Donc ça va être un peu l'idée générale. Alors euh, cette présentation, je l'ai donnée je crois que ça fait une semaine à peu près au Toronto Excel Meetup en anglais. Et c'est une présentation qui avait été donnée en substance par Steve Kreiner, qui est un autre MVP qui travaille beaucoup sur Excel sur le Mac, et donc qui a repris quelques éléments importants qu'on peut prendre en compte pour ChatGPT, surtout quand on est débutant. Donc j'ai juste traduit son slide, je pense que c'est un très bon slide, c'est une bonne synthèse, et puis après on va voir où est-ce qu'on va aller plus loin. Donc, quelques tâches pour nous aider avec Excel. Donc, d'abord, comment faire pour. Donc, ça peut être quelle est la meilleure fonction à utiliser pour calculer, quel est le raccourci clavier, quel type de graphique devrais-je utiliser pour représenter. Écrire une formule pour. Alors, il y a des choses très puissantes que ChatGPT peut faire. La clé, c'est est-ce que je comprends suffisamment le contexte pour bien poser la question et avoir la réponse. Et très souvent, c'est là où le bas blesse. Donc, c'est quelque chose à garder en tête. Explique-moi cette formule. Donc, ça peut être utile pour aider à rédiger la documentation d'un classeur. Ou alors, vous venez de recevoir un classeur extrêmement complexe et on vous demande, bah voilà, il faudrait le mettre à jour. Vous pouvez passer à travers les différentes formules et demander quelle est l'explication de cette formule. Je pense qu'à terme, on va être capable, si les données ne sont pas confidentielles, de charger un classeur au complet, demander à l'IA de l'analyser. Les derniers tests que j'ai faits n'étaient pas concluants, mais on va droit Mm. vers ça. Donc, je pense qu'on va avoir quelque chose d'assez intéressant de ce point de vue-là. On peut aussi demander à l'IA d'analyser. Alors, l'IA maintenant, c'est plus juste un LLM, c'est un LLM couplé avec un générateur de Python. Donc, quand on pose une question, il y a du Python qui est généré par derrière ou directement en face de nous, qui permet aussi de résoudre beaucoup de problèmes. Donc, si on demande une analyse, le Python est généré automatiquement et l'analyse sort directement. Donc, il y a des choses qu'on peut faire qui sont assez extraordinaires de ce point de vue-là pour l'analyse de données en direct sans avoir besoin d'Excel. Dans Excel, on peut le faire aussi, puisqu'on peut faire du Python maintenant dans Excel. On peut le faire aussi avec les outils d'analyse de données d'Excel. Donc, gardez en tête le fait que si on a des données qui ne sont pas confidentielles, on peut les donner à ChatGPT, demander à ChatGPT de faire l'analyse ou de générer le code Python qu'on peut réutiliser par la suite. Ça peut être aussi pour suggérer des types d'analyse. Ça peut être très pratique. J'aurais bien aimé avoir ça quand j'ai fait ma thèse, d'avoir, voilà, j'ai cet ensemble de données, quels sont les types d'analyses que je peux faire derrière? Peut-être qu'il y aura des typologies, peut-être qu'il va y avoir des analyses en cluster. Donc, il peut y avoir plein de choses qu'on peut faire avec des données, mais c'est bien d'avoir des idées en plus. Créer de données d'exemples pour vous aider à apprendre. Ça, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure, sauf s'il y a un thème émergent qui vient. Et le dernier, qui est le plus difficile, je trouve, c'est écrire une macro pour. Et j'ai encore utilisé il y a quelques jours. C'est très bien comme outil de démarrage pour écrire la macro, mais si on n'a pas d'expérience de programmation, on va très vite se retrouver face à des hallucinations ou à des choses et ça devient vraiment très frustrant. Donc on s'en Je prend. confirme. J'ai essayé, je confirme. Et voilà. C'est ma liste, tout ce que j'ai envie de couvrir, on n'y arrivera pas, je suis tout à fait à l'aise. Donc on va revoir quelques petites choses de base que j'aimerais que tous les gens qui utilisent Excel
sache. Après, on va voir comment interagir entre Excel et ChatGPT. Donc, ça va se faire naturellement au fur et à mesure que j'utilise l'outil. Accès à intégration à ChatGPT aussi, donc des exemples. Et puis, il y a aussi les possibilités de créer des diagrammes. Il y a quelque chose qui est très chouette à faire, ça s'appelle les Mermaid, MER-MAID, qui sont en fait des diagrammes ou des organigrammes que ChatGPT peut créer pour vous à partir de formules. Donc, si vous avez des formules très complexes ou du code VBA qui a été fait par quelqu'un d'autre, et que c'est pas confidentiel, encore une fois, vous pouvez le mettre dedans, demander de créer le Mermaid et il va faire une analyse du code. Ça peut être très utile. Et évidemment, il y a tous les risques de le lire, etc. Mais on va aller voir, je voudrais faire la présentation en mode improvisation. J'aurais pu faire une série de slides avec les prompts et puis vous présenter les prompts et voir ce qui se passe. Le problème, c'est que c'est pas la vraie vie. Dans la vraie vie, on fait un prompt, on a des résultats et en général, il y a des problèmes. Pourquoi il y a des problèmes? Parce qu'il y a des hallucinations, parce que l'IA est créative et parce que si tout le monde faisait exactement le même prompt, on aurait des choses qui seraient complètement différentes. Alors, j'ai vu un film il n'y a pas longtemps qui s'appelle Deep Cover, il est sorti en 2025. Si vous ne l'avez pas vu, il est assez rigolo. Et c'est des acteurs d'improvisation qui se retrouvent embrigadés par un inspecteur de police pour faire des coups de filet et intégrer une mafia, trafic de drogue, etc. Donc, on sent la pression qui monte entre l'acteur d'improvisation qui essaye de s'en sortir et en train d'improviser en face de truand. Des fois, je me sens exactement comme ça par rapport à ChatGPT, où je suis obligé d'improviser par rapport à mon niveau et à ce que ChatGPT me sort. Alors, je voudrais avoir votre aide et donc je vais vous partager ce lien-là tout de suite, s'il y arrive. Hop. Donc évidemment, j'aurais dû le copier avant. Vous pouvez prendre une capture d'écran du fichier avec votre téléphone, mais sinon je vais le mettre dans le chat. Et donc on va commencer à faire un petit peu d'interaction. Et je voudrais vous poser cette question, quels sont vos défis de tous les jours, en lien avec Excel ou ChatGPT, pour voir un petit peu s'il y a des défis qu'on pourrait relever en mode improvisation tout de suite. Donc donnez-moi une seconde, je vais le coller dans le chat dès que je retrouve Zoom. C'est parti. J'avais juste une petite question, Gaëtan. Oui, Tu parlais en fait de tes bonnes relations avec Microsoft en fait, et du coup tu préfères utiliser ChatGPT que Copilot? oui. Il y a plusieurs raisons. On m'a posé la question pendant le Excel Meetup Group. Là, j'ai trois principales raisons. La première raison, c'est que j'aime pas avoir toutes mes données sur OneDrive. On a besoin de OneDrive pour l'utiliser. C'est Donc vrai. il y a des problèmes de confidentialité. La deuxième, c'est que je trouve que Copilot n'est pas encore au point par rapport à ChatGPT. Et ça crée... j'aime pas quand quelqu'un prend le contrôle de mon fichier et que Mhm. j'ai pas une entièreté, un contrôle total. Donc, je préfère encore faire un copier-coller de code VBA vers ChatGPT ou de formules de ChatGPT vers Excel, où entre les deux, j'ai un espèce de mur, c'est ma troisième motivation, qui va filtrer, qui m'oblige Ouais. à garder un œil critique sur ce qui se passe. Mais sinon, je pense qu'à terme, quand ils vont réussir l'affiner jusqu'à ce que ça fonctionne très bien, dans la très très grande majorité des cas, on va avoir un outil absolument génial. Et je pense qu'ils travaillent extrêmement dur pour faire ça, mais ils sont face probablement à... Enfin, c'est un des outils, Excel est quand même un outil qui a été développé il y a plus de 40 ans, je crois. Donc on a quand Mhm. même un outil qui a énormément d'historique, avec trois ou quatre langages de programmation, le M, le VBA, le Python, l'OfficeScript. Et pour gérer tout ça, je ne sais pas si les LLM qu'on a actuellement sont suffisamment puissants pour ça. D'accord. Donc c'est pour ça que Mhm. je le mets pas encore en avant. Maintenant, Copilot est basé sur ChatGPT 3.5. Je pense qu'ils vont faire les intégrations avec le reste très vite. Donc on va avoir une montée en puissance de Copilot lorsqu'ils vont réintégrer les autres outils de ChatGPT. Ce qui veut dire aussi que toutes les mécanismes qu'on est en train d'apprendre avec Copilot vont être à réactualiser D'accord. puisque on va avoir des réponses en théorie meilleures avec les nouvelles versions de modèles. C'est aussi une des motivations aussi pour lesquelles j'utilise ChatGPT, c'est que les modèles sont un peu plus récents, puisque j'utilise la version payante qui me donne accès à plus de choses. Alors, une des questions récurrentes qui revenait la semaine dernière, c'était l'utilisation de la fonction recherche X ou la connexion de deux tables de données. Donc, on va faire un petit exemple autour de ça qui va m'aider pour structurer la présentation. Puis en même temps, je sais que pour tous les utilisateurs débutants, c'est quelque chose d'important à connaître. Alors, quand vous ouvrez ChatGPT, vous avez encore sur la première page ces trois informations-là en anglais. Et surtout les deux informations les plus importantes sur la droite. Ne partagez pas d'informations confidentielles
et aussi vérifier les données, vérifier ce qui arrive. Et je pense que c'est toujours d'actualité. On a besoin de garder un esprit critique très important. On a besoin de conserver nos données confidentielles en dehors de ChatGPT. On le voit bien avec toutes les IA actuellement, ils ont complètement ratissé le web pour entraîner leur modèle de données. Il y a des gros procès en copyright qui s'annoncent, donc ils vont surtout pas résister si vous leur donnez des données. Donc bien garder ça en tête, c'est une des raisons pour lesquelles OneDrive est encore interdit sur mon PC. Enfin, j'utilise, mais très 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 peu. Alors, je voudrais faire un petit jeu avec vous, c'est le jeu des illusions. Et c'est pour comprendre quelque chose qui arrive avec ChatGPT de manière assez régulière, c'est que il va vous créer des illusions. Alors, si vous regardez les deux couleurs qu'on a là, vous avez a priori, pour pratiquement tout le monde, deux couleurs différentes. Et en fait, eh bien, si je prends les couleurs et que je les extrais, on n'a pas deux couleurs différentes. On a exactement les mêmes couleurs. Et si je remets les couleurs au bon endroit, on va avoir deux couleurs différentes. Et là, c'est vraiment casse-pied parce que notre cerveau est incapable de revenir et de réussir à réidentifier que c'est la même couleur. J'ai beau faire ça, le cerveau, il se plante à chaque fois. Et ChatGPT a un peu le même problème. Il y a des hallucinations qui sont très très collantes. Et donc, on va regarder une ou deux comme ça. Alors, si vous ne me croyez pas, vous pouvez installer l'un de mes logiciels favoris, s'appelle PowerToys, P-O-W-Y-T-O-Y-S. C'est un logiciel qui est développé par Microsoft, en tout cas, ils l'ont racheté, je pense, et qui vous offre toute une série de touches de raccourcis qui sont absolument extraordinaires. Donc, ça, c'est une série de raccourcis. Il y en a notamment une ici qui s'appelle Color Picker. Et ça, je vous recommande parce que ça n'existe pas dans Excel. C'est-à-dire que si vous voulez capturer une couleur d'un site web, par exemple, et vous la ramenez dans Excel, c'est toujours la croix à la bannière. Oui, Avec PowerToys, ici, vous pouvez le faire en 2 secondes avec Windows Shift C. Donc, ça veut dire que je peux faire la même chose ici, ou si je fais Windows Shift C, eh bien, ça va me capturer la couleur ici. Et si je vais ici, je pourrais recapturer la couleur. Et globalement, parce qu'après il y a un million de couleurs, donc on va peut-être avoir des pixels différents, mais je pourrais faire la capture ici de la couleur, et vous verrez que c'est le même code RGB. Donc c'est un outil qui est très pratique, donc PowerToys. Je vous le recommande fortement. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Donc, on va continuer sur cette illusion. Donc, un exemple d'illusion, d'hallucination sparadrap. Je ne sais pas si vous lisez Tintin, mais c'est un de mes gags favoris où il essaye de se débarrasser du sparadrap. ah Il est oui, dans un avion, il l'envoie, ou là, ils sont dans la voiture. Hop, le sparadrap voyage et revient sur le capitaine Haddock. C'est pour moi une belle illustration de certaines hallucinations. On essaye de s'en débarrasser et ça revient. Euh, et la plus belle, c'est celle-ci où on va avoir une image qui va être créée ici et qui, sans arrêt, va reproduire 10h10. Donc là, ça, c'est une copie d'écran. Je lui demande de dessiner une horloge qui indique 9h30. Il va me dessiner l'horloge en m'indiquant 10h10. Pourquoi? Parce que la base d'entraînement qu'il y a derrière, c'est des images de marketing. Et en marketing, la meilleure manière de représenter une horloge ou une montre, c'est de représenter l'heure à 10h10. Et donc, si exact. vous allez sur Internet, que vous faites une recherche d'images là-dessus, paf, vous allez avoir toute une série d'horloges qui sont là-dedans, et c'est ça qui a alimenté le modèle. Donc, il faut être très, très vigilant par rapport à ça. Ça fait partie des hallucinations qui sont très difficiles à manœuvrer autour. J'en ai eu quelques-unes comme ça en Python ou en VBA, où il y a des cas où il va rebugger le code, en fait. Je lui demande de faire une modification, il va rebugger le code parce qu'il est entraîné de cette manière-là. Donc, si vous voulez regarder, je vous enverrai les slides après. Vous avez voilà, tous mes essais et il vérifie encore, il est encore coincé. Et je lui demande pourquoi il n'y arrive pas et après il va me dire ce qui se passe. Par contre, on peut détourner. Alors, c'est là où ça devient très intéressant, c'est que l'IA n'a pas qu'un seul modèle. Vous pouvez lui dire, bah, utilise du Python. Donc le Python, c'est un langage de programmation. J'ai vu qu'il y avait une question par rapport à ça. C'est Python. C'est un langage de programmation qui est probablement le langage le plus utilisé actuellement. Et à mon avis, qui va devenir la norme mondiale pour les 5-10 prochaines années, voire plus, parce que, un, c'est un langage qui se lit relativement simplement, c'est pratiquement que de l'anglais.
Et deux, il a été utilisé et développé de manière très très importante en open source. Donc on a énormément de librairies qui peuvent être utilisées pour alimenter. Donc utilise du Python pour créer cette horloge. Et donc là, il va générer un code en Python pour recréer cette horloge-là. Donc avec un peu de chance, on devrait pouvoir avoir cette horloge qui va être dessinée, cette fois en Python, et j'espère avec la bonne heure. Donc en manœuvrant autour de l'IA, en posant des questions un peu, en quelque sorte, vous changez l'endroit où vous allez interroger l'IA, vous changez la base de données sur laquelle il se réfère. Là, au lieu d'aller chercher une base de données d'image, je lui dis va chercher une base de données de programmation. Et donc en changeant cette base de données de programmation, eh bien, on se retrouve avec quelque chose qui devrait être un peu mieux. Donc, est-ce qu'on est bon? 6, 7, 8, 8h30, 9h30. Je crois qu'il s'est encore planté. Oui, Il s'est encore planté. Donc, on aurait pu. Mais au moins, on aura le code, on pourra pouvoir le modifier plus simplement. Donc, ça, c'est les problèmes des hallucinations. Alors, c'est quelque chose sur lequel j'insiste. On est déjà à 20 minutes et j'en ai parlé pendant 10-15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est très fréquent et donc il faut garder un esprit critique très important dès qu'on touche à l'IA. Je continue. Alors, pour la tâche que je voudrais faire, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à l'IA de créer un fichier Excel qui va contenir des données. Donc, je vais le faire en direct. Si vous voulez suivre en même temps, je vais copier le code aussi. Donc, le premier code, ça va être de créer et remplir un exemple de base de données avec 4 tables. Je vais copier ces tables dans Excel. On va voir client, facture, détail facture et produit. Donc, je vais reprendre le code, je vais le copier comme ça, vous pouvez faire la même chose. Donc, vous pouvez ouvrir ChatGPT de votre côté. Si vous n'avez pas de compte, ça s'ouvre assez rapidement pour faire un compte avec. Euh, et on va coller ça. Donc, je vous le donne tout de suite dans le chat. Peut-être deux, trois fautes d'orthographe, j'ai pas lu entier. Donc, dans le chat, vous avez le prompt. On va le prendre et on va ensuite le mettre dans ChatGPT pour voir ce que ça va nous sortir. Alors, j'utilise les deux versions de ChatGPT, la payante et la gratuite. La payante permet de faire des choses assez intéressantes, la gratuite aussi, mais personnellement, je préfère la payante de très loin. Mais on peut déjà faire beaucoup de choses avec la gratuite. Donc, je vais coller ça ici. Donc, automatiquement, il va me créer les 4 tables. Donc ça, c'est très très bien. On va avoir ouais, client, facture, détail facture et produit. Et je vais avoir mes tables comme ceci. Donc là, je suis sur la version non payante. Et je peux ensuite cliquer sur copier le tableau. Donc j'ai copié-collé, vous l'avez dans le chat, les informations du prompt. Vous les mettez ici. Créer et remplir un exemple de base de données avec 4 tables. Je vais copier ces tables dans Excel. Et donc on est parti. Donc il m'a créé les 4 tables. Je vais les prendre. Je copie le tableau. Vous avez tous des résultats différents si vous êtes en train de faire la même chose que moi. Et c'est normal, puisqu'il y a un certain degré de créativité, ce qui explique aussi qu'il y a des hallucinations aussi qui viennent de temps en temps, puisque il va essayer de créer des choses de manière assez aléatoire. Alors, je reviens ici, je vais prendre Excel ici, donc j'ai Excel et ça d'un côté de l'autre. Euh, si vous voulez réorganiser, si vous connaissez la touche de raccourci Windows plus les flèches, ça permet de réorganiser les fenêtres rapidement. Donc si je fais Windows flèche gauche, ou flèche droite, ça me permet de les mettre très rapidement d'un côté et de l'autre. Donc, quand vous travaillez avec plusieurs fenêtres, c'est extrêmement pratique. Donc, je copie ça, je l'ai fait, je l'ai mis ici. Alors, je vais faire un petit peu d'Excel débutant. Très important, dès que vous avez des tables qui sont structurées de cette manière-là, il y a deux choses que je fais tout de suite, c'est que je vais d'abord les mettre sous forme de tableau ou de table structurée. Je clique ici dans Accueil et je vais cliquer sur Mettre sous forme de tableau. Par exemple, là, c'est mes clients, je vais mettre en orange et je valide par OK. Donc ça, c'est la première chose que je fais dès que je reçois, dès que je construis une application, je vais tout mettre sous forme de tableau. Pourquoi? Parce que lorsque je vais rajouter des nouvelles colonnes ou des nouvelles lignes, le tableau va automatiquement s'agrandir pour les prendre en compte. Donc si je rajoute 4 mm, ici, vous voyez que le tableau s'est automatiquement agrandi. Si j'avais des mises en forme
des formules, les formules vont aussi suivre par défaut. Il y a moyen de gérer ce comportement-là. Ça prendra un cours beaucoup plus important que juste une demi-heure, mais c'est quelque chose que je fais sans arrêt. La deuxième chose que je fais, donc là je vais agrandir, vous avez création de tableau, et vous avez ici le nom du tableau qui se trouve ici. Donc vous pouvez renommer le nom du tableau. Attention, c'est pas à cet endroit-là, c'est bien dans création de tableau. Donc la première chose à faire, c'est de cliquer ici, puis dans création de tableau, vous allez ensuite pouvoir renommer à cet endroit-là. OK pour tout le monde? Et donc là, ça, c'est ma table des clients. Donc, je vais la renommer tes clients. D'accord? Je vais continuer. Donc, je prends la suite. Et ensuite, ma table des produits. Je vais les mettre les uns à côté des autres. Dans la vraie vie, je ne ferai jamais ça, mais juste pour que ce soit facile à gérer ici. Et je vais la renommer. Je vais l'appeler tes produits. T pour table, produits. Je continue, j'ai mes factures. Encore une fois, je ne mettrai jamais ça l'une en dessous de l'autre, il y a trop de danger. Mais pour des raisons de pédagogie, je vais les mettre comme ça. Je mettrai tout sur des feuilles différentes. Principale raison, c'est que c'est trop dangereux d'avoir des tables les unes à côté des autres ou en dessous parce que par inadvertance, je pourrais supprimer une colonne au complet. Si je fais ça, ça m'a tout supprimé par exemple, ce qu'on ne veut pas faire. Donc si j'utilise supprimer ici, je pourrais supprimer des lignes au complet que je ne voudrais pas. Donc il y a trop de problèmes si on fait ça. Par contre, pour des raisons pédagogiques, je vais les mettre là. OK, donc ça a l'air d'être bien. Alors, je vais ensuite lui demander, donc vous allez tous avoir quelque chose de différent, mais aussi à la fin une utilisation, enfin la manière d'utiliser le résultat. Éliseo, il y a une question? Ah oui, j'ai essayé de vous suivre, hein, mais peut-être qu'il faut, je sais pas, je ne sais pas si c'est la version de mon Excel ou il faut ajouter, parce que je sais que parfois en Excel, il faut ajouter ou habiliter des options. Je n'ai pas le nom création. Je l'ai cherché Alors, il juste faut bien quelques cliquer minutes sur le maintenant. tableau. Mhm. Donc, l'onglet création va apparaître seulement si vous avez mis sous forme de tableau. Donc, la première étape, c'est à mettre sous forme de tableau. Ok, ok, ok. Je vois. Et la deuxième étape, une fois que c'est mis sous forme de tableau, vous vous assurez que vous êtes positionné sur le tableau. Et ensuite, vous cliquez sur création de tableau et vous devriez voir apparaître le nom du tableau. Mhm. Si je clique en dehors du tableau, vous voyez que création de tableau a disparu. Si je clique sur le tableau, hop, il réapparaît. Ok, merci. C'est bon? Parfait. Alors, c'est une présentation où je vais un peu vite, mais évidemment, quand je fais des cours, je vais beaucoup plus lentement. Et puis surtout, c'est pas moi qui contrôle l'ordinateur, je fais une rotation des gens qui expliquent. Mais là, en une heure, on n'a pas le temps de faire ça. Mais en formation normale, c'est ce que je fais. Donc, une fois que vous avez vos quatre tables qui sont créées comme ceci, là, ce qui va manquer, c'est du contexte à ChatGPT dans le sens où, eh bien, si je lui demande de créer une formule à partir de ça, il va pas être capable de me la créer en direct s'il ne connaît pas les noms des tables, puisqu'on vient de renommer ces tables-là. Vous me suivez? Oui. Si moi, je vous demandais de créer une formule à partir de ça et que vous ne voyez que ce qu'il y a là, vous allez soit créer la formule en utilisant les colonnes qu'on a ici, pour faire une fonction pour se faire référence à la colonne, soit vous allez demander quels sont les noms des tableaux. D'accord? Mais vous n'avez pas de contexte suffisant pour créer la formule en direct parce que vous ne savez pas où ça se passe, où ça se situe. Donc, on va demander à ChatGPT quand même de le faire, mais on sait qu'il va y avoir des problèmes de contexte. C'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, on va le faire de deux manières différentes. La première chose, c'est qu'on va le faire sans lui donner le contexte pour voir s'il est capable de s'en sortir. La deuxième chose, c'est qu'on va lui donner le contexte et on va voir si on a une meilleure réponse. Et ça fait partie aussi peut-être des leçons que je voudrais mettre en avant aujourd'hui, ou en tout cas de ce que j'ai appris à la RUD, c'est qu'au plus vous donnez de contexte, au plus vous augmentez vos chances d'avoir un prompt, enfin une réponse qui fasse sens. C'est bon. Oui.
L'objectif ici, donc sur un modèle comme ça, qui est un modèle un peu central de n'importe quelle gestion d'entreprise, où on vend des produits, on a des factures, on a des informations de factures, et ensuite on a des clients qui sont attachés. Donc très souvent, on veut transformer ça dans une table dans laquelle on va pouvoir faire des statistiques. Par exemple, quelle est la quantité de produits de souris sans fil qu'on a vendus. D'accord? Ça fait partie des statistiques qu'on veut sans arrêt avoir. Il y a un cours complet là-dessus. En gros, ça, c'est une table qui est c'est une organisation, une structure de données ou un modèle sémantique, si vous voulez utiliser les gros mots, qui dit que on a qui est basé sur les transactions. Donc, c'est optimisé pour enregistrer les transactions. Donc, avec une organisation comme ça gère très bien des millions de transactions. Par contre, c'est pas optimisé pour faire de l'analyse. Et pour faire de l'analyse, on passe dans ce qu'on appelle des cubes de données ou Mm. euh, des modèles en étoile, dans lesquels on va avoir une table centrale et une table et plusieurs tables qui vont être autour. Là, on va faire quelque chose d'un peu similaire. Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est pas grave. Suivez l'exemple, vous allez comprendre ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai ici, chaque ligne ici représente le détail de chaque ligne de facture. Donc, ça me dit que j'ai vendu 3 produits 101 et je ne connais pas le prix puisque le prix se trouve là et je ne connais pas le nom du produit puisqu'il se trouve là. Donc, j'ai besoin de rapatrier les informations du produit à partir de cette table. Ça va pour tout le monde? Oui, Donc, quelle serait la formule qu'on va utiliser ici? Alors, si vous avez de l'expérience sur Excel, vous pouvez déjà me répondre. Alors, on va faire un index équive, un recherche X. Vous allez dire, ah ben non, oui. mon système qui s'est automatisé complètement, je vais aller avec du Power Query, etc. Mais si vous n'avez aucune expertise sur Excel, vous pouvez quand même poser la question. Donc, on va poser la question à ChatGPT. Peux-tu me donner la formule pour avoir le nombre, ou plutôt le détail des produits dans ta table du détail des factures? Ah oui, d'accord. Peut-être que ça va marcher, peut-être que ça va pas marcher, puisque ben, on est en train de jouer avec un modèle qui a un potentiel de création assez important. Donc je valide, je fais ça et on va voir ce qui va nous sortir. Donc il nous dit recherche V, que je ne recommande absolument pas, mais bon. Ou alors XLOOKUP, ce que je recommande, qui s'appelle bien recherche X en français. Donc là déjà il a bien joué parce que des fois il va nous dire que le recherche X c'est pas ça. Et si on regarde un petit peu les informations, on va avoir si la colonne ID produit dans la table détail facture est en cellule C2, donc il pense qu'on l'a mis ici, mais comme c'est moi qui ai décidé, eh bien, il n'a pas le contexte, d'accord? Donc il va vouloir que je mette ma formule en C2, ce qui est évidemment faux, puisque ma table de détail des produits, détail des factures, pardon, se trouve ici. Et donc, on peut écrire cette formule-là qui va aller chercher l'ID du produit en fonction de la table produit que lui a appelé produit dans produit. Donc là, on va se retrouver face à un problème qui est un manque de contexte. Je suis expert dans le domaine, je peux prendre ça et rapidement le réadapter, ça va être vite fait. Je ne suis pas expert, je ne comprends pas la formule, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais laisser tomber recherche vue pour le moment parce que ce n'est pas la meilleure. Je vais lui demander, explique la formule recherche X. Ok. Et si vous êtes expert, que vous avez déjà utilisé la fonction recherche X, vous pouvez faire même genre de recherche avec Reduce, R-E-D-U-C-E, qui est une fonction qui est très difficile à comprendre et qui est une des plus récentes fonctions. Enfin, je m'adresse juste à ceux qui ont beaucoup d'expérience sur Excel. Donc, simple explication. Donc, la valeur que je veux trouver, qui est la valeur cherchée, la colonne dans laquelle je recherche la valeur, parfait. La colonne qui contient les données à envoyer si on trouve la correspondance. Et si c'est pas trouvé, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le mode de correspondance? Un mode de correspondance exact. Et finalement, le mode de recherche de la première à la dernière. Les trois principales choses à savoir, c'est vraiment les trois premiers qu'on a là. Ce qui est ici, le non trouvé, c'est assez explicite. On peut juste mettre entre guillemets le texte qu'on va avoir si c'est pas trouvé. Ça, c'est un peu plus compliqué. Par défaut, il est à zéro, ça veut dire que c'est une recherche exacte, pas une recherche approximative. Et ici, c'est la manière dont l'algorithme va parcourir, donc soit en partant du haut, soit en partant du bas. Donc, on a une meilleure compréhension de la formule. Mais je sais que si je le prends en direct, on va avoir un problème.
Il me donne un exemple, ce qui est très bien. Donc, je reviens à ma formule, mais je vais lui dire, voici comment est organisé, donc plutôt comment sont organisées mes tables. Encore une fois, je me mets dans une position de débutant et j'essaye de lui donner du contexte. D'accord? Alors, une touche de raccourci aussi qui est très pratique, c'est Windows plus majuscule plus S pour Screen. Windows Maj S, majuscule S, va vous permettre de capturer une partie de l'écran et de le copier. Alors, c'est extrêmement pratique avec ChatGPT parce que ChatGPT est un très bon logiciel de reconnaissance d'image. Donc, je peux prendre une capture d'écran, je peux même écrire du texte, prendre une capture d'écran, lui demander de traduire le texte et il va me donner des résultats assez impressionnants. Si vous gérez beaucoup de factures et qu'il y a des grands montants à taper, ça peut être une première base d'entrée, puis après vous vérifiez qu'ils Mhm. sont. Donc, je vais faire la même chose ici, mais je veux aussi lui donner le contexte du tableau sur lequel je suis en train de travailler. Donc, on va voir s'il est capable de comprendre tout ça. Windows Maj S, je me suis mis sur le tableau qui contient les produits et je vais capturer tout cet écran-là. Donc, en théorie, on lui a donné la structure de la table tes produits. Il sait que les factures sont ici. S'il est intelligent, il va regarder qu'on est en colonne J et en colonne 15. Et ensuite, je le colle ici, CTRL V, et je lui demande, peux-tu me donner la bonne formule recherche X? Donc, on va voir s'il est capable. Encore une fois, je ne suis pas certain, je suis en mode improvisation. Mais vous voyez qu'ici, déjà, c'est mieux puisqu'il a remplacé produits qu'on avait au départ par tes produits. Donc, il a compris un contexte qui est quand même pas évident à comprendre si on n'a pas au départ. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de voir est-ce qu'il a compris que je voudrais l'avoir. Donc, où dois-je mettre la formule? Donc là, il nous dit, dans la table violette, il propose de la mettre dans la colonne F en insérant une nouvelle colonne avant F. Ça pourrait marcher, mais ça ne marchera pas pour deux, trois raisons. Par contre, si on se met ici, ça va très bien marcher. Il se mélange un peu les pinceaux parce que il propose F14 alors qu'en fait, on est en F15, sauf si j'ai ajouté une nouvelle ligne sans le faire exprès. Mhm. Donc vous voyez ici, il y a des petites hallucinations qui traînent. Et c'est le problème de l'IA générative, c'est que c'est valide jusqu'à 80-85% quand on travaille avec des modèles qui sont bons. Mais on n'est pas à 100% à chaque fois et c'est très embêtant. Donc, je pense la pensée critique va être une des compétences clés des années à venir pour pouvoir avoir un modèle complet de code VBA et être capable de le lire. Ou alors une analyse complète de votre marché, être capable de le lire, mais vous avez déjà l'expertise qui va vous permettre de dire, ah oui, là il hallucine, là il a raison, là c'est une excellente idée, là il s'est complètement planté. Mhm. Mais la valeur ajoutée du prompt qui aura généré le texte, pour moi, de mon point de vue, est telle que ça vaut quand même le coup de l'utiliser. Et ça me fait gagner énormément de temps. Donc là, je vais copier la formule et puis on va la mettre là où je pense qu'elle devrait être, c'est-à-dire ici. Je la colle. Alors, il y a des noms qui ne sont pas bons. Donc là, c'est ID produit, probablement parce que je ne sais pas pourquoi. Il doit y avoir une faute de frappe quelque part. Donc il s'est planté sur le at ici. En dehors de ça, c'est pas mal du tout. Donc j'ai juste eu à vérifier que ça. Donc, juste pour être sûr, quand je suis ici, alors, vous êtes débutant, la première chose que vous apprenez, c'est que vous pouvez rajouter la nouvelle colonne. Donc, je vais rajouter la nouvelle colonne ici, ça va être le nom du produit, comme ceci. Et automatiquement, il m'a rajouté la colonne. Je peux rajouter maintenant ma formule. Je prends cette formule-là, je vais la coller là. Et là, il me dit que j'ai une erreur. D'accord? Et c'est classique. J'ai toujours des problèmes comme ça. Par contre, Windows Maj S, je peux lui dire, tiens, j'ai un problème ici, et je vais lui donner le contexte au complet. Voilà, et je vais lui dire, je pose même pas la question, je lui colle directement le problème. Et on va voir s'il est capable de m'aider.
Donc là, il me dit, voici comment corriger la formule. Il faut utiliser des doubles crochets. Alors peut-être qu'il a raison, peut-être pas. On va voir si on y arrive à s'en sortir. Toujours pas. Alors je sais qu'il y a un problème ici. Au moins, donc si j'ai déjà un petit niveau dans Excel, je sais que tiens, ça fait référence à l'ID produit qui se trouve là. Mais je vais essayer de lui faire comprendre qu'il y a vraiment un problème. Donc je vais encore lui dire qu'il y a un problème. Voilà. Et quand je fais OK, on sait que le problème se trouve là. Donc je vais aussi faire une capture d'écran de ça. Alors, ici, j'atteins la limite de ChatGPT. On va voir si on est en termes de reconnaissance d'image. Voilà. Donc, il continue de penser qu'il y a un problème de double crochet. Moi, je sais que le problème est d'ailleurs. Par contre, on va essayer ça. Maintenant, on va peut-être réussir. Non, il n'a toujours pas compris. Alors, je vais donner la bonne réponse tout de suite, sinon on va y passer encore 10 minutes. Mais ce serait ici que ça se passe. Et vous voyez qu'il y a bien deux doubles crochets, mais c'est l'arrobase qui est mal placé. D'accord? Hmm. Ensuite, il y a peut-être autre chose. Été produit, non produit. Il y a un underscore ici qui l'a mal capturé aussi lorsque je lui ai donné le contexte. Ouais. D'accord? Donc ça, c'est la vraie utilisation de l'IA. C'est que bien, ça génère des aides qui sont extrêmement puissantes, mais il faut aller corriger les petits trucs qui ne sont pas bien faits comme il faut. Ouais, ouais. En tant qu'expert sur des formules comme ça, c'est génial parce que j'ai pas eu besoin de tout taper. Je lui ai quand même donné des informations. J'ai une formule de départ, je peux travailler avec. Et en plus de ça, il va m'aider à bien comprendre la formule. Donc ça reste quand même extrêmement intéressant et puissant, mais il y a ces limites-là sur lesquelles on joue et qui sont quand même assez délicates. Ça va? Ouais, ouais. Donc recherche X, c'est une des fonctions les plus utiles dans Excel qui permet de joindre deux tables l'une avec l'autre. Vous pouvez le faire pour des recherches de prix, vous pouvez le faire pour des âges, des tranches d'âge, des pourcentages qui sont appliqués à quelque chose, etc. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications qu'on peut utiliser là-dessus. Et tu parlais de la fonction reduce, en fait, qu'est-ce qu'elle apporte de plus par rapport à la recherche X? Alors, Reduce, c'est pas un remplacement du tout de la recherche X. C'était juste D'accord. un exemple de fonction avancée qui est difficile à comprendre pour des gens qui ont déjà un bon niveau sur Excel. Oui, Ok. je confirme. Donc, si vous avez fait Excel pendant 20 ans, vous allez regarder la fonction reduce et vous allez vous retrouver comme un débutant devant la fonction recherche X. D'accord. Exact. C'était juste pour illustrer ça, si vous voulez utiliser Ok. ChatGPT pour vous aider à comprendre des fonctions avancées, reduce c'est un bon exemple. Tiens, j'ai besoin de comprendre la fonction reduce, donne-moi des exemples et j'ai besoin de comprendre. Alors, il y a plein de choses qu'on peut faire pour poursuivre là-dessus. Je vais faire un nouveau chat et je vais lui dire, explique-moi la fonction recherche X comme si j'avais 10 ans. Ça, j'adore faire ça, surtout sur explique-moi la physique quantique comme si j'avais 10 ans. Il est relativement bon pour faire ça. On sait qu'il va y avoir des simplifications, ce qui est normal puisqu'il explique comme si j'avais 10 ans, mais on va voir. Donc, imagine que tu as un tableau avec deux colonnes, une colonne avec les prénoms de tes copains et une colonne avec leurs friandises préférées. Vous avez tout de suite une table produit client. Et alors, tu veux savoir ce que Léo aime manger. Tu peux utiliser la fonction rechercher. C'est comme si tu disais cherche dans la colonne des prénoms, trouve Léo et dis-moi ce qu'il y a dans la colonne des friandises à côté de son prénom. Voici comment ça fonctionne. On recherche X Léo dans A2, A10, et on a notre réponse. D'accord? Donc Léo, c'est ce que je cherche, c'est le prénom. Donc je cherche Léo. Dans A2, A10, qui est la colonne des prénoms, et je veux retourner ce qui se trouve dans B2, B10, qui va être les friandises. Donc une fois que j'ai trouvé Léo, je l'ai trouvé. Ça va pour tout le monde? Mhm. Ouais. Donc c'est une explication comme si j'avais 10 ans, qui va peut-être parler à tout le monde maintenant, plutôt que mon explication avec les produits et puis les détails des produits, qui est plus une explication qu'on va retrouver en entreprise. Autre chose que je peux faire ici, je peux lui demander, donc ça c'était le prompt suivant, et ça je vous encourage à le tester, encore une fois on a des... Génère-moi le fichier Excel pour illustrer ce cas. Et donc là il va repartir en analyse, il me l'a fait en direct, et on va voir si on a quelque chose de propre. Donc tout à l'heure, on l'a fait en disant génère-moi les tables. Donc j'y vais étape par étape pour voir.
Et là, je vais avoir ma liste ici. Mhm. Donc, il est assez cohérent puisque on a bien A2, A10, B2, B10. Je vais copier ma formule ici. Je vais la coller. Et c'est bien chocolat. Est-ce que c'est vrai? Oui. Et si maintenant je change chocolat pour chocolatine, eh bien chocolatine a bien été repris ici. Donc j'utilise un truc que j'aime beaucoup en formation qui est la formule texte. Et donc on a recherche X, je recherche Léo dans cette plage-là et je veux retourner ceci. Donc, vous pouvez utiliser ChatGPT un peu comme votre formateur personnel pour vous aider à aller chercher des informations sur les nouvelles fonctions d'Excel, lui demander des exemples. Vous avez vu qu'on peut lui demander de générer le fichier Excel. Ça ne marche pas à tous les coups, mais sur des exemples simples jusqu'à présent, je n'ai pas eu trop de problèmes. Et puis ensuite, on peut poursuivre. Ça va pour tout le monde? Ouais. Ok. Alors, on peut aller plus loin. Donc, on peut lui demander de créer du code VBA qui va permettre de créer ce genre de fichier. Alors, je me suis royalement planté, ou plutôt j'ai surestimé les capacités de ChatGPT quand j'ai fait ma présentation il y a une semaine et pendant 10 minutes j'ai essayé de corriger du code VBA. Donc je ne vais pas refaire la même erreur, on va partir sur un exemple hyper simple et je vais lui demander de créer le code VBA qui me générerait euh, ce même fichier. Donc crée le code VBA pour générer le même fichier. Donc, VBA, pour ceux qui débutent sur Excel, c'est le langage de programmation qui était à la base, enfin, qui a été dans Excel pratiquement depuis le début, qui est un langage qui est basé sur le Visual Basic, qui est aussi un langage assez connu parmi les informaticiens, qui est beaucoup plus complexe que le Visual Basic, parce qu'en plus de tout ce qu'il y a dans le Visual Basic, il y a les objets ou des librairies qui sont spécifiques à Excel, comme les graphiques, comme les tableaux croisés dynamiques, comme les fonctions, comme les cellules, comme les plages, comme les feuilles. Donc il y a toute une série, tous les objets en fait que vous avez dans Excel peuvent être ensuite interrogés par le VBA. Donc ça reste un outil extrêmement puissant dès que vous avez des tâches d'automatisation à faire. Et c'est pour ça que c'est encore utilisé, même si ce n'est pas forcément le langage de programmation le plus optimisé. Donc ça, c'est un exemple en principe assez simple. Oui, on va regarder si ça fonctionne. Donc je vais copier le code, je vais revenir ici, je vais créer un nouveau fichier, ceci. Si vous voulez le refaire par la suite ou vous allez doucement, une touche de raccourci qui est très utile quand vous faites du VBA, c'est Alt F11, qui va vous permettre d'avoir accès au code VBA. Alors, chez moi, il va être en noir parce que j'utilise beaucoup. Et vous allez avoir les différents projets qui sont en fait les classeurs qui sont ouverts. Je suis sur le classeur 2, je vais aller dans le classeur 2, je vais faire insertion, module, et je vais coller mon code. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à savoir quand on commence à toucher au VBA et à ChatGPT. Le premier, c'est de jamais exécuter le code à l'aveugle parce que ça peut vous flinguer un fichier en deux temps, trois mouvements et il n'y a pas de CTRL Z. Donc, faites extrêmement attention. Le deuxième, c'est de bien relire le code pour voir s'il y a des hallucinations qui traînent. Donc, c'est plus pour un niveau d'expert ou alors pour un niveau débutant où vous cherchez à apprendre le langage VBA parce que vous pensez qu'il y a des automatisations que vous voudriez faire. Et dans ce cas-là, vous allez demander à ChatGPT de commenter un maximum le code, d'expliquer comment le code fonctionne pour qu'il n'y ait pas de problème et qu'il ait bien compris votre demande. Surtout au départ, c'est très difficile de demander correctement les choses à ChatGPT parce qu'on n'est pas habitué à fonctionner comme ça. Donc là, on va voir s'il est capable. Il me dit dans le classeur, je veux ajouter une nouvelle worksheet, pardon. Il l'a appelé friandise, ça marche. Il me met dans la cellule A1 prénom, dans la cellule B1 friandise préférée. Il crée ce qu'on appelle des arrays. Là, logiquement, il va peut-être pas se tromper. Et ensuite, il passe à travers tous les arrays pour les ajouter les uns à la suite des autres. Tout ça, ça va bien. Il me l'a ensuite mis sous forme de tableau, ce qui est très bien. Et il me l'a mis à partir de A1, B10. Parfait. Je continue. Il l'a fini. Là, j'ai eu du bol. Tout a marché sans aucun bug. D'accord? Je suis expert en VBA, je repasse à travers le code. Il y a peut-être des choses que je vais changer. Par exemple, si je relance le code une deuxième fois, il va planter. Pourquoi? Parce qu'il y a une feuille qui existe déjà avec le même nom. Ouais. D'accord? Donc là, en fonction de mon niveau d'expertise, copie d'écran de ça,
Je peux lui dire, attention, qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pour tout le monde? Ouais. Il y a quelque chose qui s'appelle du vibe coding. Donc, VIBE coding, ça fait partie des mots-clés qui commencent à émerger. Vibe au sens, c'est un peu comme c'est c'est en fonction de ce qu'on a envie de faire. Un jeu vibe, ça vient de l'anglais. C'est du, j'aime bien le terme codage intuitif ou codage, ouais, codage intuitif au sens où je laisse mon intuition guider le codage et j'utilise même plus mes capacités d'analyse. C'est l'IA qui va utiliser son analytique pour me donner le code. C'est quelque chose qui, à mon avis, est à la fois extrêmement puissant et extrêmement dangereux. Donc, sauf si vous êtes un expert en programmation, je vous recommande pas du tout de faire ça. Par contre, si vous voulez apprendre la programmation, c'est absolument génial. Donc, si votre objectif c'est de créer un produit, utilisez pas et que vous êtes un expert, c'est génial. Vous allez créer des produits auxquels vous n'auriez même pas soupçonné que vous auriez les possibilités de le faire. Ce qui est mon cas. J'ai créé 3 applications les 5 dernières semaines et j'ai utilisé ça, mais je suis capable d'aller dans le code, de comprendre ce qui se passe, de guider le code et de débugger rapidement. Si vous êtes débutant en programmation et que vous voulez vous former à la programmation, c'est aussi extraordinaire parce que vous pouvez générer un petit code comme ça, avoir une interaction avec ChatGPT pour lui demander d'expliquer chaque ligne de code et comprendre ce qui est en train de se passer. Vous pouvez aussi demander, tiens, quels sont les dangers de ce code-là? Est-ce qu'il y a des dangers à ça? Quelles sont les erreurs possibles? Donc, en termes de débutant, ça fait partie des questions que vous pouvez utiliser pour développer votre analyse critique du code qui a été généré. Et ChatGPT va être très bon pour vous donner les raisons pour lesquelles ça ne fonctionne pas, même si lui a halluciné. Comme avec l'histoire de l'horloge, où il était capable de donner la raison pour laquelle il n'était pas capable de dessiner des horloges, mais il va continuer de dessiner les horloges avec la mauvaise heure. Comme votre cerveau est incapable de distinguer les deux couleurs dans le contexte, mais si on enlève le contexte, on est capable de distinguer les deux couleurs. Donc c'est un peu ces hallucinations sparadrap, on n'arrive pas à s'en débarrasser et ChatGPT il va avoir le même genre de problème. Mais au moins il va être capable de l'expliquer, ce qui est déjà énorme. Donc le vibe coding, c'est ce que je viens de faire à l'instant, c'est de laisser ChatGPT créer le code pour vous. Ça peut vite devenir très difficile à gérer et j'ai déjà perdu beaucoup de temps parce qu'il fallait restructurer le fichier. J'étais rendu à 2 ou 3 000 lignes de code et ben, ChatGPT commence à ne plus pouvoir gérer ça. OK pour tout le monde? Oui. Hmm. Alors, je reviens à la présentation. J'y Pardon. arrive. Hop. Voilà, donc ça, c'est des exemples. Alors, je suis en train de développer un peu ces graphiques-là. C'est pas scientifique pour le moment, mais c'est pour illustrer un petit peu la manière dont je vois mes interactions avec ChatGPT. Peut-être que vous allez avoir des idées autour de ça. Euh, on a la complexité de la tâche, et je sais qu'au-delà de certaines tâches complexes, il y a eu un article qui a été publié par Apple il n'y a pas longtemps qui a généré énormément de discussions sur LinkedIn si vous suivez l'actualité des IA. Je crois même que ça a fait les titres des grands journaux. Mais l'idée, c'est de dire qu'il y a des tâches qui sont tellement complexes que l'IA n'est pas capable de résoudre. Et c'est logique, parce que ben, on est face à un modèle qui est très grand, mais qui n'a pas encore la possibilité de résoudre toutes les tâches. Mais ce qu'il fait déjà est absolument extraordinaire. Dans mon cas, il s'est planté autour de 2500 lignes de code. C'était il y a 3 mois à peu près où en quelque sorte, j'ai eu ce mur-là. Et donc, plutôt que d'avoir une ligne qui ferait ça, je le vois plus comme ça. Et ensuite, on a une décroissance très forte parce qu'on arrive un peu à une sorte de mur de Mhm. complexité pour l'IA pour gérer. C'est juste intuitif pour le moment. Il faudrait que je collecte un peu plus de données en faisant des expérimentations, etc. Mais c'est ce que je ressens actuellement. Donc, sur des tâches relativement peu complexes, il arrive à très très bien s'en ressortir. À un moment donné, il va taper un mur de complexité et là, il va commencer à halluciner, ça va être un cauchemar, il va plus réussir à s'en sortir. Parce qu'il va réécrire du code pour nous, parce qu'il va pas comprendre le contexte global, parce que le nombre de tokens est limité par les entreprises qui fournissent les IA, etc. Donc, il y a plein de raisons. Donc, l'échelle de confiance dans les résultats, elle est relativement haute, jamais à 100%. Je ne fais jamais confiance à 100%, mais elle peut être très haute sur des petits projets où j'ai déjà posé la question des dizaines de fois et je sais qu'à chaque fois, j'ai eu une réponse qui était correcte. Donc, je relis toujours le code avant de l'implanter. C'est pour ça que je fais encore des copier-coller entre Excel et ChatGPT ou entre mon éditeur de code et ChatGPT parce que je ne lui fais pas confiance sur la réécriture de code que je ne maîtrise pas. Il y a bien sûr plein d'autres facteurs qui interviennent là-dedans.
Il y a le modèle qu'on utilise. Il y a des modèles qui sont des modèles qui pensent, entre guillemets, c'est-à-dire que vous voyez la logique de pensée au fur et à mesure que vous posez les questions. Il y a des modèles qui sont plus dans le cadre de ce qu'on avait vu au départ, où il va juste chercher dans sa base et retourner le prompt le plus probable. Il y a les données d'entraînement. Il y a le prompt lui-même qui peut faire une différence énorme dans la manière dont vous allez poser la question. Mm. Il y a un aspect de chance, parce qu'il y a quand même un aspect aléatoire dans ce qu'on demande. Et puis après, il y a des paramètres de créativité de l'IA sur lesquels vous pouvez jouer. Là, j'ai fait une étude beaucoup plus poussée sur l'analyse de texte par rapport à certains critères. En baissant les critères de créativité, j'ai vérifié que le texte se ressemblait de plus en plus. Par contre, si vous explosez les critères de créativité, là, vous allez avoir des réponses très différentes à chaque fois. Et évidemment, en fonction de la tâche que vous voulez faire, si c'est pour une campagne marketing, vous pouvez mettre la créativité très haute. Si c'est pour du code VBA, on va peut-être réduire la créativité parce que vaut mieux rester sur les fondamentaux de ce que la majorité des informaticiens pensent que la bonne réponse est. Ce qui n'est pas vrai forcément pour du marketing, où on a besoin d'être créatif pour attirer l'attention. Donc si on fait la même chose que la moyenne des marketeurs, on va peut-être pas avoir une bonne campagne marketing. Vous voyez un peu l'idée, hein? Mm. Exact. Là, quelques exemples. Génération de formules en anglais dans Excel, j'ai eu des très bons résultats. En français, il y a des problèmes sans arrêt qui sont récurrents parce qu'il n'a pas un bon dictionnaire de traduction des formules en français. Et donc, ça m'amène à ma dernière petite explication ici. Je vais revenir sur mon IA. Donc là, c'est ChatGPT en version plus. Donc, elle fait 20 $, je crois, par mois. Je voudrais vous montrer comment créer un GPT. Alors, j'en utilise beaucoup, et c'est parce que c'est très facile à comprendre et à créer. Donc, vous allez ici dans GPT. Donc, sauf si vous avez la version payante, vous ne pouvez pas le faire, ce que je vais faire. Par contre, vous pourrez l'utiliser, ce qui est très pratique. Donc, je vais en faire un avec vous. En gros, ça vous permet de créer un GPT qui va être personnalisé pour ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, j'en ai fait un pour, où est-ce qu'il est? Text Polisher. Donc mon texte polisher, il démarre et je lui dis, je peux lui donner quelque chose et il va automatiquement me générer du code qui va être le texte que j'ai généré, mais bien formaté, enfin bien réécrit en quelque sorte. Donc dès que je fais un post pour quelque chose, je vais le mettre dedans, il va me le corriger pour l'orthographe, la grammaire, suivant ce que moi j'ai envie qu'il fasse. Donc on va se créer quelque chose d'un peu équivalent et pour des formules Excel pour débutants. Donc je vais aller ici. Pardon. Alors, je vais revenir à un nouveau chat, je pense. Voilà. Et donc ça, vous ne pouvez pas le faire, c'est juste une démonstration. Je peux cliquer sur Créer. Je crée un GPT ici. Je vais définir mon GPT. Ça va être aide pour des euh, francophones utilisant Excel et qui sont débutants. Alors, je peux lui donner ensuite des instructions. Explique comme si j'avais 10 ans. Une erreur classique qu'on n'a pas eue, mais qui est très fréquente, c'est utilise le point-virgule comme séparateur. Parce que la majorité des Windows français ont point-virgule comme séparateur. Et enfin, vérifie les formules, les fonctions, pardon, Excel en français. Alors, je ne l'ai pas testé, mais on peut charger aussi, enfin, j'ai testé le fait de charger des fichiers, on peut lui donner aussi une base de connaissances. Donc, je pourrais charger un fichier avec la traduction des formules en français, comme ça, il se baserait sur ce fichier-là pour faire la traduction. Comme il reste juste 4-5 minutes, je vais passer cette étape-là, mais c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est ce que je veux qu'il fasse. Alors, je vais le prendre, je vais le mettre ici pour gagner un peu de temps. Donc ça, c'est mes instructions. OK, donc ça, c'est Excel pour débutants francophones. Là, et là, je vais l'appeler la même chose. Je pourrais peut-être faire quelque chose comme ça. Je peux faire des amorces de conversation. Donc, par exemple, quel est le problème? Inclure le contexte au maximum. Et donc là, je vais le créer. Je vais le rendre disponible à tous les utilisateurs qui ont un lien. J'enregistre. Je le copie et je vais pouvoir le tester. Je vous donne le lien tout de suite dans le chat de Zoom. Vous pouvez regarder aussi, vous pouvez cliquer sur le lien dans le chat de Zoom. Et là, je peux lui poser une question. Comment lier, comment rapatrier les informations
je produis dans ma table du détail des factures. C'est un peu la même chose que j'avais fait. Et là, on sent tout de suite qu'il me parle comme si j'avais 10 ans, avec un beau d'accord qui est assez familier. Il me tutoie en direct parce que j'ai 10 ans. Et il me donne des exemples d'écoliers avec crayon, gomme, cahier. Et il me donne un exemple avec recherche V, ce qui est vraiment pas la bonne idée. Et c'est l'idée. Donc on se retrouve quand même avec des hallucinations. Là, je suis pas du tout d'accord avec ce qu'il a fait. Donc je peux ensuite revenir sur mon GPT et lui dire d'utiliser les dernières formules d'Excel, par exemple, et de l'améliorer. Et théoriquement, recherche X devrait disparaître. Je le mets à jour. Je sais pas pourquoi il n'y a pas pu le mettre à jour. Ça va être mieux. Et je retourne, je refais la même chose. Donc sur la gauche, j'ai l'ensemble de mes discussions. Je vais reprendre mon prompt et je vais l'y remettre. Donc, je fais à nouveau Excel pour débutants. Je clique ici avec CTRL, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Je mets mon prompt, j'envoie. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir recherche V, mais en principe, je décroît les chances d'avoir recherche V. Donc là, déjà, c'est mieux parce qu'il me propose d'utiliser recherche. D'accord? Et donc, au fur et à mesure, on peut guider l'IA. Donc, si vous avez déjà pas mal utilisé l'IA, vous pouvez intégrer un peu tout ce que vous avez appris avec l'IA par rapport à votre domaine d'expertise et puis les réintégrer. Donc là, on se retrouve avec recherche X. Là, on sait qu'il va planter parce qu'il continue d'halluciner. Donc, il va falloir aussi lui dire, attention, quand tu fais une formule qui fait référence à un tableau, ça, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi il hallucine comme ça, mais quelque part, il a mal lu du code sur Internet. Surtout que ce genre de crochet comme ça sur Internet, ça fait partie des codes qui peuvent être mal interprétés par un aspirateur de site. Il y a peut-être des histoires comme ça. Donc, je vais finir un petit peu en retard, mais pas beaucoup. Je voudrais juste revenir sur deux, trois exemples ici. Ça, c'est mon expérience aussi avec le code Python. Donc, avec le code Python, je lui fais confiance jusqu'à un niveau de complexité qui est beaucoup plus important qu'avec le code de VBA. Je pense que c'est lié à la base d'entraînement qu'il y a derrière qui est beaucoup plus forte. Le VBA en lui-même a aussi des problèmes de vocabulaire. Euh, le Python a une évolution qui a été en open source, donc il y a eu beaucoup, beaucoup plus de gens qui ont dit ça c'est ça c'est un bon terme, ça c'est pas un bon terme. Le VBA est un système beaucoup plus fermé qui est développé par Microsoft, donc ils sont réunis à trois ou quatre programmeurs et puis ils ont dit tiens ça c'est le bon terme. Et en fait il y a des erreurs qui sont derrière que l'IA va reconnaître comme des erreurs parce qu'elle va halluciner et proposer les termes qui auraient été les plus appropriés que les ingénieurs de Microsoft ont loupé au départ. J'aurais sûrement fait la même erreur, hein. J'étais dans une de ces réunions-là et mon cerveau il a explosé parce qu'il fallait vraiment comprendre tout le modèle Excel et bien réfléchir aux propriétés, etc. Donc, c'est pas évident du tout à faire. C'est là où une communauté d'open source est beaucoup plus puissante et on le voit dans l'analyse des résultats. Là, on retrouve les images. Par contre, donc on a vu que créer une image d'horloge, moi je lui fais pas du tout confiance. Avec le Python, je lui fais un peu plus confiance, mais on a vu tout à l'heure qu'il s'est quand même planté. Hmm. Voilà. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. Alors, c'est un exemple que j'ai présenté à une conférence il n'y a pas longtemps sur les crises. Et donc, on a repris des protocoles de crise pour une école. On a sélectionné un protocole. On a fait une exploration générale. On a utilisé toute une série de scripts en Python avec l'équivalent d'un GPT, comme je l'ai montré tout à l'heure. Pardon, toute une série de scripts avec ChatGPT, avec un GPT personnalisé, comme j'ai montré tout à l'heure. C'est une étape trop loin. J'ai mis l'expert dans la boucle, c'est-à-dire que j'étais avec quelqu'un qui était de 5 écoles et qui avait une très bonne connaissance, qui a permis d'affiner les prompts, d'affiner tout ce qu'il fallait faire, et on l'a remis dans la boucle. Et ensuite, on a fait une automatisation complète sur les 25 protocoles de l'école en ajoutant les différents éléments qu'il fallait considérer. Donc au final, on est parti d'une table, je vais juste montrer, on avait la liste des protocoles, on a la liste des prompts qui a été affinée au fur et à mesure, et on a multiplié pour chaque protocole, on a fait la liste des prompts qui sont là. Donc on se retrouve avec une table assez gigantesque.
Voilà, donc les différents prompts qu'on a utilisés. Et ensuite, j'ai vibe codé sur ce coup-là, le code Python qui a permis de faire l'analyse au complet avec une interrogation de l'API, donc du système de OpenAI, pour réussir à générer la liste totale de toutes les améliorations des protocoles. Ça va pour tout le monde? Sur des exemples similaires, notamment avec la SDECB, on a fait des choses qui permettent d'analyser toute une série de documents suivant certains critères pour ensuite générer un tableau de bord. Donc, certains des projets là sont aboutis, certains sont en cours d'exécution et de travail. Donc, vous pouvez partir d'une liste de documents de produits, d'une liste de... Un exemple classique, c'est la liste, vous faites un examen écrit pour vos étudiants qui n'ont pas accès à Internet durant l'examen. Ils écrivent leur projet, vous le corrigez à la main, vous avez le niveau d'expertise pour ensuite évaluer les réponses de l'IA, et vous le mettez dans un outil comme ça, et l'IA va vous dire, voilà, sur la grammaire, ça fait ça, sur l'orthographe, ça fait ça, sur le style, ça fait ça, sur la génération d'idées, voici ce qui pourrait manquer, être amélioré, et vous avez une automatisation complète, et on peut imaginer un tableau de bord comme ça, où vous avez pour chaque étudiant toute la liste des améliorations pour sa copie, et c'est complètement automatisé. Mais l'humain reste dans la boucle pour vérifier que ce qui est sorti reste valide. Et ça, il faut surtout pas l'oublier parce qu'on n'est pas encore à une confiance absolue. Je pense que ça fait partie d'un des gros messages que je voulais faire passer. Voilà, donc on a fait une petite partie de ce que je voulais vous montrer, mais je pense qu'on a fait quand même pas mal de choses. Euh, Quelques petites réflexions en plus. On a besoin d'échelle et de rapports sur la fiabilité des sorties d'une IA générative, pardon. On a un gros problème, c'est que l'horloge, quand il a sorti l'horloge, il n'a pas été capable de nous dire que l'horloge avait un problème par défaut. Il aurait Mhm. dû le dire parce qu'il est conscient de ce problème-là, parce que si on lui demande est-ce qu'il y a des pieds, est-ce que tu es capable de les sortir? Donc on peut, et ça c'est un message pour les gens qui développent les IA, ajouter ce genre de choses dans vos prompts lorsque vous allez les créer en disant, voilà, je suis presque sûr de mon résultat ou je suis pas sûr du tout de mon résultat pour telle et telle raison puisque ma base de données n'est pas suffisante, etc. Donc, je pense que quand on va arriver à développer ça, ça va être très intéressant. Tous les modèles sont faux, certains sont utiles. Je pense que c'est encore plus vrai avec les LLM. C'est un chercheur qui s'appelle Box qui a dit ça pour les modèles statistiques. Les biais peuvent être subtils et cachés, et ça peut aussi avoir des impacts en termes de vie privée, en termes de biais algorithmiques. On l'a vu sur la discrimination raciale à partir pour les images, c'était flagrant, mais on l'a aussi à d'autres niveaux. Donc on reste avec des biais qui peuvent être très importants par rapport à ça, des biais géographiques, etc. Et l'importance de la pensée critique. Il y a des tendances qui sont en train d'émerger à toute allure. Donc, tout ce qui est agent, donc créer des agents IA spécialisés. La manière dont je le vois, c'est que tous les processus d'une grosse entreprise peuvent être réanalysés. Sortir les processus qui sont vraiment les plus aptes à être automatisés ou améliorés avec une IA. Et ensuite, on colle un agent IA à cet endroit-là. Donc, pour des grosses boîtes qui ont plein de processus qui fonctionnent, on peut améliorer certains endroits du processus. L'exemple assez simple, c'est si vous n'avez pas un chatbot sur votre site internet, et que vous avez une grosse base de documentation, vous pouvez commencer à créer un chatbot qui va permettre d'interagir avec les utilisateurs. Mais il y a plein d'autres cas à l'intérieur des boîtes qui permettent de faire ça. MCP, Model Context Protocol. Donc, c'est une norme qui est en train d'évoluer qui permet de faire communiquer les IA et les sources de données. Ça va résoudre énormément de problèmes. Ça va en créer d'autres en termes de confidentialité de données, donc à garder en tête. Et Vibe Coding, qui pour moi, pour les débutants, doit être utilisé comme un outil d'apprentissage et pas un outil de développement de produits. Et pour les experts, peut être utilisé comme ça décuple la vitesse de programmation parce que Mhm. ça va vous créer le code en 5 minutes, là où vous auriez pris 2 heures, 3 heures, voire plus. Ça va aussi vous donner des idées sur du code qui va être structuré différemment. Donc il y a quelques années, une IA, c'était avant lié à des IA génératives de type texte, une IA a réussi à gagner par rapport à, je crois que c'était le numéro un mondial au jeu de Go en Ouais. utilisant des stratégies. Et ensuite, les gens ont dû analyser les stratégies pour voir qu'est-ce que l'IA avait fait. Et donc, il y a des créations de nouvelles stratégies ou des créations de nouveaux types de codage qu'on peut aller chercher. Peut-être ce petit codage qui a été inspiré par une personne génie qui l'a codé, qui l'a posté à un endroit sur Internet, qui a ensuite été récupéré par l'IA, qui l'a remis au milieu parce que c'était une excellente idée.
Ou peut-être que ça a été inventé par le LLM, ça je suis pas sûr. Voilà, donc si vous avez de l'automatisation de tâches dans des grosses boîtes, ou alors vous avez des besoins en formation ou des besoins carrément de formation individuelle pour automatiser vos tâches, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez me contacter directement par email, je pense que vous avez à peu près tous mon email. Et puis, bah, je suis très content d'avoir partagé un peu ça avec vous. Je vais rester ici encore un peu si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur des points. Sinon, bah, je vous souhaite une excellente journée. Je suis un peu désolé d'avoir pris un peu de temps, mais je pense que c'était assez intéressant. J'espère. Ouais, merci. Merci Merci, c'est beaucoup. très intéressant. J'attends vos séminaires avec impatience.